Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour, bienvenue, c'est le Gagne-Pain. Bonjour Colline. Bonjour Bertrand. Colline, on est ravis de t'interviewer, mais pour la première fois, on fait une interview à distance puisque tu es basé à Barcelone et tu exerces un métier digital à Barcelone, donc on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu puisses te décrire en quelques mots. Oui, bien sûr. Donc j'ai 27 ans, je suis originaire de région parisienne, 92 plus précisément. Comme étude, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation dans le sud de Paris. Un DUT, c'est une formation en 2 ans qui se focalise sur notamment la négociation et la vente. Après ce DUT, j'ai eu envie de partir à l'étranger. Donc j'ai fait Tout une de suite à licence. l'étranger. Tout de suite à l'étranger, exactement. Donc j'ai fait une licence en business studies. Donc c'est aussi tout ce qui va être négociation, finance, gestion de projet. Et j'ai passé 1 an de première expérience à l'étranger et j'ai adoré. Et je me suis dit que là, c'était le début. C'était en Irlande. C'était en Irlande, exactement. Et ensuite, donc pendant cette année-là, j'ai passé des concours pour intégrer une école de commerce. Donc après, j'ai fait un master à Lyon qui m'a permis de partir 6 mois à l'étranger en stage et ensuite de faire ma 2e année de master à Munich. Donc déjà tout de suite dans les études, tu étais déjà orienté vers l'étranger. Exactement. Je pense que mon expérience à Dublin m'a permis de me dire, OK, là, je vais chercher une école de commerce, mais il faut absolument que je sois orientée à l'international parce que c'est ça que j'aime. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes expériences professionnelles maintenant? Tes Oui, stages, tes jobs? bien sûr. Mes expériences professionnelles, encore à l'étranger. Mon premier stage de 6 mois a été à Barcelone. C'est ça qui m'a donné envie aussi de revenir chez SAP. Et le stage de fin d'études, je l'ai fait à Paris dans une start-up qui s'appelle TVTY, également aussi dans l'équipe commerciale. Et après, TVTY, ils sont dans le secteur publicitaire. Et ensuite, je suis restée chez TVTY parce que j'ai eu l'opportunité du coup de continuer en CDI. Et j'étais même chose, je faisais partie de l'équipe commerciale et je travaillais avec 2 agences médias, donc Dentsu Aegis et Publicis. Des grosses agences. Exactement, des grosses agences. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant où tu travailles, dans quelle entreprise? En ce moment, je travaille chez Criteo depuis 3 ans et demi à Barcelone. Criteo, ça fait partie des licornes françaises. Donc, ce qu'on appelle licornes françaises, c'est des entreprises qui ont fait une ultra croissance. Criteo, on est dans le domaine de la publicité. Criteo a été connu par le retargeting, donc le reciblage publicitaire. L'idée, un utilisateur qui visite un site e-commerce, qui quitte ce site e-commerce et potentiellement qui finisse par acheter le produit qu'il a vu ou qui est potentiel de l'intéresser. Ça, c'est le corps de Criteo. C'est comme ça que ça a été connu. Et les dernières années, on s'est développé sur des solutions d'acquisition, donc aller chercher des nouveaux utilisateurs pour un site, et aussi de notoriété, notamment. Et donc, ton activité là-bas, c'est une activité commerciale. Est-ce que tu peux la décrire, la nommer? Oui, c'est une activité commerciale. J'ai fait pas mal de jobs différents, on va dire, chez Criteo. J'ai commencé dans l'équipe commerciale en tant qu'account exécutive. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher de nouveaux clients et de les faire signer. Ensuite, 1 an après, j'ai intégré l'équipe d'account stratégiste, donc ce qui équivaut à account manager. Donc, c'est gérer un portefeuille de clients et les développer. Pour l'équipe Donc là, on te France, confie des clients et tu suis ces clients, tu accompagnes ces clients, tu développes le chiffre d'affaires de ces clients. exactement.
on confie des clients et en partenariat avec l'équipe d'account exécutif qui lance justement ses clients, qui lance ses campagnes, je travaille avec cette équipe pour développer les campagnes qu'on a, potentiellement en créer d'autres aussi en fonction de la stratégie des clients et du coup faire évoluer ces comptes qui vont ensuite passer dans une équipe qui gère des comptes du coup qu'on appelle existing business, donc c'est des comptes qui ont une certaine maturité chez Criteo. Alors en termes de mission, j'en donnerai 4. La première, ça va être la gestion des campagnes. Deuxièmement, ça va être de conseiller les clients. Troisièmement, vu que je travaille bien évidemment en collaboration avec l'équipe d'account exécutive, les conseiller eux. Et quatrièmement, c'est d'être l'intermédiaire entre nos différentes équipes support. Donc pour la gestion des campagnes, comment ça se passe? Donc ça, c'est un suivi régulier, quotidien, hebdomadaire, comment ça se gère? Oui. Alors, ça a beaucoup évolué parce que du coup, maintenant, on a une plateforme de suivi de campagne qui permet aux clients d'être plus autonomes et pour prendre un exemple, plus de se rapprocher de ce qu'un Google ou un Facebook peut faire, donc en totale autonomie. Mais en effet, la gestion de campagne, ça va consister à voir en termes d'investissement, en termes de performance, comment se situe le client et lui apporter du coup des éléments de réponse, des optimisations et des conseils pour ajuster ses enchères, mais également ses investissements en fonction de la période et de la saisonnalité du client. Dans les deuxièmes missions, tu parles de conseils, donc là, ça veut dire rendez-vous, échange téléphonique. Comment ça se passe là, cette partie conseil? C'est des rendez-vous réguliers que tu organises? Alors, tout dépend du client. Tout dépend également de son investissement. Généralement, on essaye de faire une fois par trimestre un gros rendez-vous où on va présenter les résultats du trimestre dernier et essayer de discuter un petit peu des prochaines étapes, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut améliorer. Donc ça, je dirais, oui, à peu près une fois par trimestre. Maintenant, on a quand même des contacts assez réguliers par téléphone avec le client pour aussi optimiser la campagne ou les lancements de campagne qui sont prévus. Il a conscience, le client, que tu es à Barcelone? Vous en parlez ou ça existe même pas? Il a conscience. Je pense que c'est assez connu, on va dire, dans le milieu. On a également à Dublin, c'est plus commun, on va dire, d'être basé à Dublin. Maintenant, on nous envie plus aussi d'être à Je comprends. Barcelone. Donc, tous les clients ont conscience, en effet, qu'on est basé à Barcelone assez rapidement. Parce que forcément, on parle de l'endroit où on est et en fonction des clients, ils ne sont pas forcément, bien évidemment, tous à Paris ou dans les grandes villes. Donc, on en discute généralement assez rapidement. Après, dans tes missions, tu as cité le conseil auprès des commerciaux, des sales. Donc là, ça veut dire que c'est du conseil en interne que tu fais? Oui, alors avec les sales, donc les accounts exécutifs comme on les appelle, ça va plus être en fait essayer de travailler en binôme. Eux, ils vont avoir toute la connaissance sur le client qu'ils ont lancé, sur ses problématiques. Donc l'idée, c'est en début de campagne de pouvoir bien échanger, s'accorder et permettre du coup de gérer au mieux la campagne. Après, là où je vais pouvoir les aider, ça va être en termes de bonnes pratiques. Qu'est-ce que je recommande, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Eux, ils vont pouvoir me dire aussi en termes de stratégie ce qu'ils ont discuté avec le client et comment, en fait, ensemble, on va pouvoir améliorer la campagne. D'accord. Et puis, dernière partie de tes missions, un intermédiaire entre le client et les équipes support. Est-ce que tu peux en dire deux mots, nous expliquer ce que ça veut dire? Oui. En dernière mission, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a vraiment la vue d'ensemble et on est en contact à peu près avec tous les corps de métier, on va dire, de Criteo. Ça veut dire qu'en fait, je vais être l'intermédiaire entre le client et tout. Donc, ce que j'appelle fonction support, ça va être l'équipe qui nous accompagne, donc côté technique, côté créatif, pour justement changer les bannières, donc les visuels qu'on crée pour le client. Ça va être les analystes, donc
Même chose, sur une campagne, on va avoir besoin de leur support pour une certaine problématique. Et du coup, je vais vraiment faire ce lien entre le client et du coup, ces différentes fonctions, ce qui va me permettre de ne pas être expert, on va dire, sur un sujet, mais en tout cas de pouvoir comprendre tous les sujets et les expliquer aux clients et bien évidemment les gérer avec les équipes en question. Alors attention, QGP, la question gagne-pain. Combien ça gagne un account manager? Alors, un account manager, et là, je parle du coup des salaires en Espagne, à différencier bien évidemment de Paris et des salaires en France, Criteo. On va différencier déjà junior et senior. En arrivant sur un poste de junior, on parle en package, c'est-à-dire qu'il y a une part de fixe et une part de variable en fonction des objectifs qui sont définis par trimestre. On est sur 42 000 euros pour un junior et on est sur environ 60 000 pour un profil senior. Est-ce qu'il y a une part de variable? Tu l'as dit, est-ce qu'elle est importante, cette part de variable? Elle représente un poids important dans le salaire d'un account manager chez Criteo? Alors oui, elle représente, en termes de pourcentage, on va dire, c'est à peu près 30% du package. Ensuite, elle est forcément plus importante sur des postes d'account exécutif, donc de sales, où là, le package est plus important, le fixe est plus bas, mais le variable est à un pourcentage plus important. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier? Comment ça s'est fait? Comment tu es arrivé vers ce métier de compte manager et de rôle commercial? Bonne question. Alors tout d'abord, c'est vrai que le côté touche à tout et notamment ce que j'expliquais sur faire le lien en fait entre différentes équipes et le client, pouvoir être sur des tâches qui sont pas forcément répétitives aussi, apprendre continuellement, ça c'est quelque chose qui m'a attirée. Après, bien évidemment, c'est aussi le côté relationnel. La majorité de notre temps, il reste avec le client. Donc ça, c'est un point qui était super important aussi dans ma recherche de travail, qui est pas évidente après en sortie d'école, parce que je pense que voilà, on a plein de possibilités, mais il faut en choisir une. Donc c'est ces deux aspects-là qui m'ont intéressée. Et cette relation, on va revenir un peu à ta position à Barcelone. Et cette relation client, elle se fait très bien à distance, elle se gère, même si vous avez besoin de vous rencontrer de temps en temps. Justement, c'est tout le challenge et encore plus sur des nouveaux clients où il faut construire une relation de confiance. C'est pas évident et encore moins quand on est à distance. Après, c'est vrai que la sensation quand voilà, on arrive à avoir la confiance du client, qu'on sait qu'on va pouvoir aussi bien avancer ensemble et que le partenariat est bien construit, c'est très satisfaisant aussi de se dire que tout ça c'est fait par distance, chose qui n'est pas simple de base. Et cette relation à distance, est-ce qu'elle a évolué avec la période de pandémie qu'on a vue? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une certaine habitude plus grande de se voir à travers un écran? Oui, totalement. C'est vrai que j'avais peu de, on va dire, on va parler en termes Zoom, Teams, donc de vidéoconférences avec les clients auparavant. C'était très orienté sur des contacts par téléphone, même sur des présentations un peu plus longues, on va dire, que un appel téléphonique de 30 minutes. On restait quand même beaucoup sur le téléphone et on partageait rarement la vidéo. Maintenant, il y a quand même un besoin de contact et notamment de voir la personne, de voir le client, beaucoup plus important. Maintenant, ça a justement changé. On passe on faisait tout par téléphone à on fait tout par vidéoconférence et dans 90% des cas, on met la vidéo et on se voit. Bon, Donc, ça, c'est plus sympa. c'est plus sympa, ça nous a plus rapprochés et ça a aidé dans justement ce fait que normalement, on se voit moins. Pour ceux qui nous écoutent, quelles seraient les compétences requises pour ce job de compte manager? Alors, en termes de compétences, je dirais adaptabilité. Pourquoi? Parce que notamment, là, je vais faire une spécificité sur le poste où on gère tout ce qui est new business, des nouveaux clients. Mais en fait, on va parler à un CEO comme on va parler à un responsable acquisition. On va avoir beaucoup de secteurs différents également. Donc, il va falloir comprendre les problématiques aussi de chaque secteur. De la curiosité.
c'est une industrie qui évolue constamment. Donc, il faut se renseigner, il faut vouloir découvrir les nouvelles choses et les changements pour accompagner au mieux son client. L'esprit d'équipe, totalement. On est vraiment dans une entreprise où un des gros points forts de Criteo, c'est, je dirais aussi le recrutement. Normalement, on est des équipes qui s'entendent très bien et qui travaillent bien ensemble. Et c'est une force, justement. Tout ce partage qui n'a pas été perdu pendant le Covid. Forcément, on échange moins, on est plus au bureau en ce moment. Mais c'est quand même quelque chose qu'on a réussi à garder. Est-ce qu'il y a des difficultés que tu as rencontrées que tu voudrais partager avec ceux qui nous écoutent? Alors, comme difficulté et comme, on va dire, erreur potentielle que j'ai pu faire dans ce métier, je dirais de dire oui à tout, de tout accepter. On est face à un client, on a envie de lui donner le meilleur service possible. Donc, le premier réflexe, c'est de dire « Ok, c'est possible, je le fais », que ce soit dans l'équipe du coup d'account exécutif ou d'account stratégiste, d'account manager. C'est pas forcément, et c'est pas la bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas forcément en adéquation aussi avec ce que veut vraiment le client, avec ce qui est possible de faire aussi, parce qu'on a bien évidemment des contraintes en interne, tout n'est pas possible. Donc, c'est d'apprendre à dire non. C'est assez simple, mais ça débloque beaucoup de situations. C'est un très bon conseil, parce que c'est vrai que c'est souvent difficile de dire non et c'est en fait souvent utile. Est-ce qu'il y a des tâches que tu peux décrire parmi celles que tu fais quotidiennement qui te plaisent le plus et puis d'autres qui te plaisent un peu moins bien? Je dirais, donc, pour commencer par le positif, je parlerai de tout ce qui est l'aspect stratégique. Comme ce que je le disais au début, et notamment sur Criteo, on a été connu par le retargeting, c'est la solution qu'on vendait au début, et on n'avait pas d'autre solution à vendre. Maintenant, vu qu'on est positionné partout dans le funnel, qu'on commence de la notoriété sur des utilisateurs qui connaissent pas le site à la conversion sur des utilisateurs justement qui ont déjà au moins visité une première fois, on est aussi du coup intégré dans toute la stratégie du client, et on a justement cette vue d'ensemble qui est très intéressante, et en plus tout secteur confondu. Donc ça, c'est l'aspect stratégique de ton job, de discuter de tous les leviers marketing que Criteo peut proposer. Exactement, et de pouvoir voir comment s'imbriquer justement dans ce mix marketing et dans cette stratégie. Et ce qui te plaît le moins? Et ce qui me plaît le moins, et qu'on commence en plus de moins en moins à faire, c'est tout ce qui va être côté très opérationnel. On travaille maintenant sur des modèles justement d'optimisation qui sont plus automatiques que ce qu'on avait avant, mais on a quand même toujours des tâches un petit peu opérationnelles à faire pour certains clients, en fonction aussi des paramétrages qui sont en place. Et c'est vrai que c'est un aspect qui est Donc là, c'est mettre les mains dans la machine, dans la plateforme et gérer les paramètres de campagne, quoi. Exactement, c'est ça. C'est bien à faire au début, c'est très utile et il faut le faire pour comprendre, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est bien évidemment plus l'aspect stratégique, une fois qu'on a compris comment ça marchait, qui est c'est répétitif. Exactement. Colline, quelle a été ta plus grande surprise quand tu es arrivée dans ce métier chez Criteo? Alors, je dirais premièrement sur l'industrie qui bouge assez rapidement. Donc, c'est bien, on est dans un cadre tout le temps très dynamique. Ça rejoint également ce que je disais, le besoin de changement, de ne pas faire tout le temps les mêmes choses, les mêmes tâches, d'évoluer. Et deuxièmement, c'est la diversité des profils que j'ai rencontrés chez Criteo à Barcelone. Est-ce qu'il y a une journée type pour un account manager chez Criteo? Oui, il y a une journée type, ça va être réparti. Donc, on a quand même beaucoup de rendez-vous clients ou bien sûr, rendez-vous téléphoniques ou vidéoconférences. Tout dépend également des marchés. Il y en a qui sont plus orientés sur les échanges email, d'autres plus, comme si on parle du marché français, plus sur l'échange oral. On va avoir pas mal de formations aussi. Pourquoi? Parce qu'on se développe, il y a de nouvelles solutions, donc on a plus de formations, on va dire, qu'on en avait avant.
Et après, ça va être ce qui reprend également pouvoir gérer les campagnes des clients, échanger avec les différentes équipes, avoir des points avec les équipes support en fonction des sujets qui sont en cours. Donc beaucoup de diversité dans une journée type, quoi, en fait. Oui, beaucoup de diversité qui demande beaucoup d'organisation pour pas se perdre. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est de prioriser. On va pas pouvoir tout faire, quelles que soient les heures de travail qu'on a. Mais du coup, il faut pouvoir prioriser les tâches en fonction des clients et de ce qui est le plus important. On a une question traditionnelle dans le podcast du Gagne-Pain sur l'utilisation de l'anglais dans ton job. Et toi, évidemment, l'anglais, c'est au cœur de ton activité de tous les jours. Oui, en effet, j'ai besoin de l'anglais tous les jours, tout simplement parce que en interne, toutes nos communications sont en anglais. Donc, avec les équipes support, avec tout ce qui est formation également, tout va être en anglais. Je parlais bien évidemment français avec mes clients français. J'ai récemment changé et j'ai intégré du coup l'équipe Nordics, donc tous les pays scandinaves. Donc maintenant, je travaille essentiellement en anglais. Tu vas aussi parler anglais avec tes clients. Exactement. Et un petit peu espagnol quand tu sors du bureau quand même. Et un petit peu espagnol, bien évidemment, ou catalan, mais pas encore pour le coup. Conclusion, qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour ceux qui souhaitent faire comme toi et peut-être aller travailler à l'étranger ? Alors, pour ceux qui souhaiteraient aller travailler à l'étranger, ce que je conseille, c'est d'avoir une première expérience à l'étranger, une ou plusieurs, soit dans un contexte universitaire ou dans le contexte d'un stage, parce que ce sera forcément mis en avant et même ça permet de savoir si c'est vraiment un cadre qui est adapté aussi pour la personne en question. Donc, il faut s'y préparer assez tôt. Oui, et tester. C'est ce que je recommande. Et tester, c'est souvent le cas. On est tous différents, on a tous des attentes différentes. Donc, je pense que tester, c'est le meilleur des conseils. Merci beaucoup, Colline. Je crois que c'était très Bertrand. clair et je crois que beaucoup de ceux qui vont nous écouter ont envie d'aller tester Barcelone. J'espère. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.